Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Antoine. Salut Antoine. Salut tout le monde. Alors Antoine, est-ce que tu veux te présenter aux gens qui nous écoutent ? Pourquoi pas, je m'appelle donc Antoine, Morel à l'état civil, et je suis scénariste dans la vie. Voilà, je travaille beaucoup en série d'animation, en bande dessinée et également en jeux vidéo. Voilà. Ok, donc est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as travaillé que le grand public pourrait reconnaître si tu le citais ? Alors oui, complètement. En jeu vidéo, j'ai bossé principalement sur deux choses. Il y a quelques années, j'ai coécrit la core story d'un jeu qui s'appelle Twin Mirror. Je l'ai coécrite avec Mathieu Gabory, le romancier fantasy bien connu. Voilà, donc jeu qui est sorti, je crois, à la fin de l'année dernière, pour finir. Production assez longue. Et puis par ailleurs, alors je fais également quelque chose d'assez grand public, effectivement, puisque j'écris de la fiction interactive pour mobile et web. Je travaille sur une licence qui s'appelle Amour Sucré. Voilà, qui est de l'automé pour les connaisseurs. Voilà, en gros, c'est de la comédie romantique en mode livre dont vous êtes le héros. Ok, très très bien. Et alors c'est pas du tout ce dont nous allons parler dans cet épisode, puisque la raison pour laquelle tu as gentiment accepté l'invitation que je t'ai proposée, c'est pour parler d'un mastodonte du jeu vidéo. On va parler aujourd'hui des Elder Scrolls. Tout à fait. Et pourtant, c'est pas du tout la même chose, et en même temps, il y a quand même une notion de narrative design dans les Elder Scrolls. Donc, c'est pas la même chose, les enjeux sont pas les mêmes, mais finalement, est-ce qu'on est si éloigné que ça? Je ne sais pas. On verra où la discussion nous mène. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch pour rafraîchir la mémoire à tout le monde sur en quoi ça consiste, grosso modo, la série des Elder Scrolls ? Ah bah, la série des Elder Scrolls, donc on incarne un personnage dans un monde de fantasy, personnage qu'on va customiser entièrement et puis qui va vivre des aventures donc dans un monde ouvert, hein, à chaque fois. C'est vraiment une des trademarks de la série qui a été une des premières à le faire, sans doute pas la première, hein, je ne suis pas historien. Mais voilà, et on est vraiment dans une série qui vise quelque part à recréer un petit peu l'énergie du jeu de rôle papier, hein, enfin comme beaucoup d'open world aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez galvaudé, mais voilà, c'est une série qui a démarré donc dans les années 80, à la fin des années 80, avec un premier jeu qui s'appelait Arena, qui a été suivi par non, peut-être années 90, je dis n'importe quoi. Alors, Années d'après mes sources que je ne divulguerai pas, Arena, c'est 1994. D'accord, et qui a ensuite été suivi par Daggerfall. Alors, moi, m'a particulièrement intéressé quand je l'ai découvert sur le tard, il y a une vingtaine d'années, qui a été ensuite suivi par Morrowind, puis par Oblivion, et enfin Skyrim, le dernier. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde attend un Elder Scrolls 6 un jour, hein, qui devrait arriver. C'est également une série qui a engendré de multiples dérivés, des dungeon crawlers, des jeux de cartes à collectionner, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va se concentrer sur la série principale et ses itérations. Donc, on va voir un petit peu en quoi consistent ces jeux. On va essayer de voir pas ce qu'il y a enfin, pas ce qu'il y a sous le capot technique parce que c'est pas notre boulot, mais on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot en termes de game feel, en termes de motivation de la personne qui joue et de ce qui va intéresser tout un chacun dans l'expérience de jeu proposée par cette série. Et puis, comme vous le savez, on finira avec ma petite hot take sur les Elder Scrolls. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Du coup, est-ce que toi, tu as joué à Arena ?
Alors non, j'ai pas joué à Arena. Non, j'avais pourtant un PC probablement capable de le faire tourner en 94, l'année où j'ai eu mon premier PC. Je suis malheureusement complètement passé à côté. Moi, j'ai vraiment découvert la série avec Daggerfall. Alors, bon, moi, c'est pareil, hein, Et je toi, suis tu loin jouais d'avoir à joué à tous Arena? les non, non, moi, en 1994, j'ai joué à Sonic 3. Mais par contre, Arena a cette particularité que c'est le seul, Elder Scrolls sur lequel il est possible de voyager à travers tout Tamriel, c'est-à-dire à travers tout le monde du jeu, puisqu'on y incarne un gladiateur qui va, faire des combats d'arène, dans différentes parties du monde et les jeux suivants se sont concentrés sur des régions, plus petites, parfois de la taille d'un continent, mais quand même plus petites que l'intégralité de Tamriel et donc ils gardent, cette, particularité, d'être le seul, heu, où on peut vraiment aller partout. Même un jeu gigantesque comme Skyrim, bah, on est contraint, d'évoluer sur le continent de Skyrim et on peut pas aller ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs assez amusant, c'est que dans mon souvenir, au début de Daggerfall, on te demande quand même de te choisir une région d'origine, tu vois, donc on fait allusion vraiment au monde dans sa globalité, quand bien Mmh. même tu vas pas pouvoir l'arpenter. Là où après, en fait, dans la série, on va toujours se concentrer sur une région et très très peu évoquer le reste du monde. Donc finalement, c'est vraiment un truc en entonnoir. On est parti du plus large possible pour arriver vers quelque chose d'assez concentré. En sachant que si ma mémoire est bonne, et les informations que je viens d'aller réviser juste, Morrowind, par exemple, est plus petit en taille de carte que ne l'était Daggerfall. Voilà, donc c'est effectivement une série qui part d'une ambition énorme en termes d'univers, probablement hérité là encore du jeu de rôle papier et de ses possibilités, hein, parce qu'en fait on n'est pas en 94, on est quoi 10 ans après les jeux textuels, les trucs où il y avait que ça comme limite, quoi. Donc oui, oui, tout à fait. Alors on peut imaginer, tout un tas de raisons qui ont mené à ça, hein, des contraintes techniques, hein. Quand on veut faire un jeu plus beau et ben, chaque, asset va prendre plus de ressources et du coup, ça va être difficile de faire de plus en plus grand, si on veut aussi, se limiter dans la répartition des quêtes, des événements, des objets et qu'on veut pas, trop, étendre, et se retrouver avec, des grandes étendues de vide entre 2 morceaux de gameplay, ben, c'est pareil. Ça peut être une bonne idée de réduire l'espace, hein. On pensera par exemple à la série des Yakuza, qui reprend le principe, du jeu en open world, mais sur un tout petit quartier, de Tokyo. Et où du coup, on peut tout faire à pied et on s'emmerde pas avec, des phases de voyage qui sont pas au cœur de l'expérience de jeu. Mm, Donc, même si, on peut regretter, la liberté folle que ça peut donner de pouvoir voyager entre plusieurs continents, qui font pratiquement la taille de vrais continents sur terre, hem, dans une expérience comme Arena, heu, il y a des contraintes, de game design derrière qui sont, à mon sens, assez acceptable. Du coup, tu disais que tu avais commencé avec Daggerfall. Est-ce que tu veux nous parler plus en détail de Daggerfall? Alors Daggerfall, ouais, c'est un jeu incroyable. Bon, alors déjà, pour rejoindre ce que tu disais à l'instant, c'est le premier qui est en 3D hein, de la série. Il est sur CD-ROM à l'époque, hein, pour les vieux comme moi à qui ça dit quelque chose. Voilà, donc il a une belle taille, une belle proposition esthétique, hein. On est peu de temps après Quake ou les premiers jeux comme ça vraiment qui vont utiliser la 3D pour construire un monde. Là, il arrive avec cette ambition folle de proposer voilà un continent ouvert quand même, hein, ce qui est pas rien. Et moi, vraiment, ce qui me marque à fond dans Daggerfall, et la raison qui fait que je t'ai proposé quand on s'est contacté de parler des Elder Scrolls, c'était, j'ai fait un peu de jeu de rôle papier, comme beaucoup, j'imagine. Ce jeu, dans mon souvenir, reste probablement l'expérience la plus proche, hein, avec tous les guillemets que tu voudras, du jeu de rôle papier que nous est proposé la saga des Elder Scrolls et dans une certaine mesure l'open world en général. Pas en fouillant un peu, on trouvera peut-être des exceptions à cette assertion. Mais voilà, ce qui était dingue, c'était la liberté. Donc on commence, on définit un personnage. Donc là, bon, pour ceux qui ont joué plus récemment à Skyrim, hein, on est à peu près là-dedans. Race, sexe, classe, machin, choses comme ça. Ok. On arrive donc dans cette ville de Tamriel, si ma mémoire est bonne. Hein, les noms, ça date un peu. Voilà, ville dont le... Ah non, on arrive d'ailleurs. Tamriel, c'est le continent. Je crois que c'est le nom de la planète. Ah oui, Tamriel, c'est le nom de la planète. On arrive donc dans la ville de Daggerfall.
où le roi est mort récemment et son fantôme hante la ville et donc l'empereur Uriel, voilà c'est ça, l'empereur Uriel va nous confier la mission d'enquêter. Voilà. Donc un truc assez polar en fait hein, dans l'approche, sauf que là, quelque part, il y a un côté très Breath of the Wild, en fait. Dans le côté, il y a ça. Il y a un but, hein, c'est, entre guillemets, ça sera la fin du jeu quand on aura compris ce qui s'est passé, pourquoi, et éventuellement arrêter le fantôme du roi, enfin l'empêcher de hanter la ville, en l'apaisant peut-être. Sauf que, il n'y a pas d'obligation. Et c'est là où je parle de, voilà, on rejoint un jeu de rôle papier. À la différence d'un Skyrim où il y a quand même une route principale qui est inévitable, on peut se balader, mais on avance. Là, on est balancé là-dedans, on est balancé dans cet univers énorme hein, pour l'époque, où on va pouvoir faire absolument ce qu'on veut. On va pouvoir rentrer chez les gens, on va pouvoir lire des livres dans les bibliothèques qui sont quasi tous différents. Je me comprends, hein, je sais pas combien ils en ont écrit en tout, mais c'était absolument incroyable en termes de liberté. Dans ces mêmes livres, d'ailleurs, qu'il va falloir se taper ligne par ligne hein, pour retirer des informations utiles. On va pouvoir apprendre plein de choses sur ce monde, y compris des trucs un peu plus barrés, du style comment devenir un vampire. Hein. Alors ça dira peut-être quelque chose à ceux qui ont fait les extensions de Skyrim qui ramenaient ça. Et il y a peut-être eu aussi dans Morrowind et Oblivion cette possibilité. Je ne sais plus dans quelle mesure c'est devenu vraiment un staple de la série. Mais par exemple, voilà, ça, moi, c'est la quête que je donne toujours en exemple parce que c'est pas une quête, hein, c'est une quête que le joueur s'assigne à lui-même en fait. Une fois plongé dans cet Mm. univers, pourquoi pas devenir vampire? Parce que vampire c'est OP, ça tape super fort. Par contre, on ne peut vraiment plus sortir que la nuit. Hein. Le jeu était en temps réel enfin, il a son temps diégétique, mais voilà, il n'y avait pas Mm. d'accélération possible. Donc il va falloir rester dans les baraques pendant un temps et puis sortir. Et là, par contre, péter des bouches salement, puisqu'on est un vampire avec toute la puissance qui va avec. Mais alors, pour devenir un vampire, il fallait vraiment avoir tel artefact, être présent à tel endroit du 27e jour de la 3e lune et faire un truc qui pouvait se passer ou pas. Je ne sais plus exactement hein, les détails. Encore une fois, tout ça est un peu perdu dans les brumes du temps. Mais voilà, c'était un très bon exemple. On va bah, développer son personnage comme dans tout jeu de rôle et donc pour ça on va pouvoir rentrer dans une guilde hein. Alors ça bon c'est quelque chose par exemple ceux qui ont joué à Morrowind ou même à Skyrim se souviendront, c'est un système qu'ils ont gardé. Mm. Je ne me souviens plus bien comment se passe le leveling. Est-ce que c'est déjà comme dans Morrowind? Je crois pas, je crois qu'on est sur un truc un peu plus classique où voilà on gagne de l'XP en faisant des choses quoi, en remplissant des missions, choses comme ça. À la différence de Morrowind, où là il y avait cette idée, alors géniale, un peu jusqu'au boutiste, dont on parlera peut-être après, de comment on levelait dans Morrowind, avec vraiment cette idée que pour devenir bon dans quelque chose, il faut le faire. Ah oui, c'est le principe qu'il y avait aussi dans Oblivion. Et c'est vrai que le jusqu'au boutisme, comme tu dis, de cette philosophie de design était parfois un petit peu malheureuse, puisque en gros, si vous vouliez. Enfin, je vais expliquer du mieux de ma capacité comment ça fonctionnait. euh, Puisque mes souvenirs d'Oblivion sont peut-être moins perdus dans les brumes du temps que tes souvenirs de Daggerfall. Euh, Bien que ça commence à dater aussi. Hein. Je vous rappelle que Skyrim, qui est le dernier en date, est sorti en 2011, il y a à peine 10 ans. Donc, dans Oblivion, par exemple, si on veut. Il y a un système d'expérience globale. Voilà. Plus on fait de trucs, plus on gagne d'expérience, mais aussi de l'expérience par caractéristiques. Et donc, il y a des trucs qui font gagner de l'expérience de force, des trucs qui font gagner de l'expérience d'endurance, des trucs qui font gagner de l'expérience d'intelligence. Et selon comment on a gagné son expérience pour gagner un niveau, et ben les caractéristiques vont pas évoluer de la même manière. Et le truc qui rendait fou, c'est que si on voulait avoir le maximum de points de vie possible à chaque montée de niveau, et ben il fallait s'assurer d'avoir bien monté son expérience d'endurance au maximum avant de faire son passage de niveau. Ce qui signifiait dans Oblivion taper sur des arbres pour abîmer ses armes, prendre son petit marteau de forgeron, réparer son arme, en général en faisant ce qu'on appelle du safe scumming, c'est-à-dire
sauvegarder juste avant de faire quelque chose et puis charger à chaque fois que ça rate et puis re-sauvegarder quand ça réussit parce que les marteaux pouvaient casser de manière aléatoire, c'était super. Et puis on faisait ça jusqu'à avoir gagné assez de points d'expérience d'endurance pour s'assurer que quand on passe son niveau, on a le maximum de points de vie. Parce que, comme le disait une très bonne vidéo de Extra Credits, given the opportunity, a player will optimize the fun out of a game. Donc, si on laisse l'occasion à un joueur, il va optimiser sa partie, quitte à ne plus prendre de plaisir en jouant. Ce qui est un petit peu le gros défaut de ce système d'expérience. Et donc, ouais, je pense que dans Morrowind, c'est un petit peu le même délire Alors, avec la petite... Ouais, vas-y. non, dans Morrowind, effectivement. Alors, je me souviens même pas, parce que ça, j'y ai joué sur PC circa 2003-2004, hein, je sais plus. Alors, dans Morrowind, dans mon souvenir, il y avait même pas l'histoire du passage de level, tu vois, que t'expliquais dans Oblivion, que je connais moins Oblivion, hein. J'y ai joué un tout petit peu, mais je suis clairement passé à côté. Dans Morrowind, en gros, il y avait cette idée que bah si tu veux être rapide, il faut courir. Si tu veux lancer des boules de feu puissantes, il faut lancer beaucoup de boules de feu. Et c'est vraiment la théorie des 10 000 heures, quoi, hein. C'est vraiment, voilà, tu veux devenir bon dans quelque chose, bah fais-le 10 000 heures. Et en temps diégétique, on n'était pas très loin de ça dans Morrowind. Et alors, ça donnait des grandes séquences comiques, notamment parce que bah il est en 3D aussi, évidemment, et que celui-là, sa petite nouveauté, comme on était un peu plus avancé techniquement, c'est qu'on pouvait bien sûr, et c'était conseillé, jouer à la première personne, mais de temps en temps, on pouvait également, notamment en se déplaçant, caler des caméras fixes loin du perso et se regarder de loin. Et alors, ça donnait des traversées du continent où on courait en sautant, en balançant des boules de feu dans le vide, comme ça. Donc des grands moments d'absurde, voilà, quand effectivement pris à la troisième personne. Mais le but, bah, c'était de devenir plus agile en sautant mieux, d'être un meilleur lanceur de boules de feu. Alors, boules de feu ou ce que tu voudras, hein. Moi, c'était mon école personnellement, mais voilà. Et voilà. Et c'est vrai que ça donnait un truc, en sachant que les deux ont en commun, surtout Oblivion, pour le coup, ça je m'en rappelle quand même, d'être des jeux d'une difficulté assez incroyable, hein, pour l'époque. Je veux dire, vraiment, pour le coup, oui, il faut PEX en permanence. Il faut faire de l'expérience en permanence parce que surtout dans Oblivion, mais le moindre loup te défonce totalement. Voilà, c'est vraiment Ah oui, moi dans Oblivion, j'ai Oblivion, des souvenirs c'est un jeu d'aller par impitoyable. exemple. J'ai des souvenirs d'aller en marge de la ville, hein, effectivement, impitoyable, c'est le mot. Et vraiment, le seul moyen que j'avais de survivre, c'était dès que j'avais deux animaux sur le paletot, de revenir en courant. Important de level up la course, hein, dans ce jeu, la caractéristique essentielle, parce que tu revenais en courant vers les portes de la ville, où là, l'intelligence artificielle du jeu allait faire que bah, les gardes postés aux portes de la ville, voyant un Pékin agressé par des animaux, allaient se faire les animaux. Et les gardes, ils étaient niveau 20, je m'en rappelle encore, sur un jeu où je sais pas jusqu'où on pouvait aller, mais clairement, c'était pas des boss, hein, non plus. Mais toi, tu galérais de dingue à monter niveau 20, il fallait je sais pas combien d'heures pour ça. Et c'est ta seule solution pour survivre, c'était encore une fois de tracer en courant jusqu'à ce que deux mecs plus balèzes que toi puissent s'occuper de ton problème. Et tu n'avais absolument pas avancé sur ta mission, puisque tu n'allais pas pouvoir emmener ces gars avec toi comme des compagnons, comme t'as dans Non, bien Skyrim. sûr. Voilà, donc c'était effectivement à mon avis, hein, Oblivion, il y a quand même un léger problème de design à ce niveau-là, hein. Je veux dire, là, c'est cool d'offrir une expérience un peu challengeante aux joueurs, mais là, moi, je t'avoue que c'est pour ça que je l'ai droppé assez vite, hein. Je l'avais, je crois, sur Xbox 360 en réédition à l'époque, mais il y avait aucun fun, quoi. Enfin, il y avait aucun fun. C'était vraiment pas. Enfin, tu passais ton temps. Alors, si, pour le coup, c'est une expérience intense de survie. C'est vraiment qu'est-ce que c'est que d'être à poil avec un couteau mal aiguisé dans un monde de trolls à deux têtes super balèze. C'était ça, Oblivion, la proposition. Ah bah moi j'ai deux souvenirs de cet aspect du gameplay d'Oblivion très marquants. C'est que donc comme tu le disais sur Daggerfall, il y a aussi les quêtes avec les différentes guildes, tout ça. Donc la guilde des mages, la guilde des guerriers, la guilde des voleurs. Moi j'avais fait un perso où j'avais fait un peu toutes les guildes, hein. J'étais le chef de la tour des mages, le maître des assassins et compagnie. Et la guilde des guerriers, c'était peut-être un subtil hommage à Arena, une suite de combats dans une arène qui était d'une difficulté effroyable, où ma seule chance de survie, c'était de
courir en cercle à reculons en balançant des boules de feu sur l'ennemi qui me fonçait après. Et à un moment dans cette quête de guerrier, on te donne comme compagnon un cochon qui s'appelle Côte de Porc. D'accord. Et comme tu le décris avec les gardes de la ville qui s'occupent des animaux, et ben là c'est Côte de Porc qui déglinguait les adversaires sans que t'aies rien à faire parce que apparemment dans Oblivion les animaux sont sous stéroïdes. Donc il y avait ça. Et il y avait un deuxième truc, c'est que moi, Oblivion, j'ai passé très peu de temps sur l'histoire principale, mais j'ai passé beaucoup de temps à me promener sur la carte et à faire une des activités propres au jeu qui est vraiment proposée par ce titre, c'est de fermer ce qu'on appelle des portails d'Oblivion, donc l'équivalent de l'enfer, hein, là où sont les Dédras, l'équivalent des démons, parce que à quoi bon utiliser des termes déjà connus par le grand public quand on peut inventer ses propres termes et déposer une propriété intellectuelle dessus. Ouais, ça peut se comprendre. Et donc, ces portes d'Oblivion, en gros, c'est des niveaux. En gros, tu es en train de jouer à Elder Scrolls et puis tu passes le portail et tout à coup tu joues à Doom, mais avec un personnage d'Elder Scrolls. D'accord, d'accord. Oui, bah ça, tu vois, pour te dire, quand je te dis je suis passé à côté, je crois pas avoir passé le moindre portail d'Oblivion, puisqu'encore une fois, ça aurait impliqué que je puisse m'aventurer plus loin que le périmètre de la forêt proche de la ville. Or, mon faible niveau ne m'a jamais permis de le faire. Mais d'accord, non, bah oui, c'est intéressant. Et alors, Et c'est tout. En fait, pour fermer le portail, il faut escalader une tour et prendre un artefact au sommet. Et toutes les tours d'Oblivion que j'ai faites, je les ai toutes faites de la même manière. Je me rendais invisible et Ouais. je sprintais jusqu'au sommet, invisible, en espérant ne pas me faire choper parce que même à très haut niveau, en étant maître des assassins et maître des magiciens, je ne pouvais pas me battre contre les démons. Et donc, j'ai fait une vingtaine ou une trentaine de portails d'Oblivion comme ça, en me cachant comme un lâche pour aller au Oui, sommet. mais alors ça, c'était, oui, je me rappelle la guilde des assassins, la Morak-Tong, si en tout cas, elle s'appelait comme ça dans un certain nombre de jeux de la série. Et ça, c'était pour moi un des bons points de la série qui est resté jusqu'à Skyrim d'ailleurs. Mm. C'était le gameplay asymétrique. La façon de résoudre une même situation avec vraiment différentes compétences. Et typiquement, voilà, aller tuer quelqu'un dans Skyrim, hein, même encore, voilà, il y a 15 façons de le faire. Tu peux arriver comme un gros bourrin, défoncer tous les gardes et tuer ta cible et repartir, hein. Bon, après, tu seras un peu wanted dans la région concernée, mais ça, c'est la vie, hein. Un détail. C'est pas d'omelette sans casser des œufs. Mais tu peux aussi arriver par les combles et verser du poison dans son plat qu'il va déguster. Tu peux agir à distance, lui balancer une dague par télékinésie ou quelque chose comme ça. Enfin, ça, c'est un truc que j'aimais bien et qui, alors là, pour le coup, je pense un des bons avantages du développement technique de la série. Euh, Là où, à l'inverse, je trouve parfois que enfin, ça s'est fait un petit peu au détriment de la narration, du développement narratif. Parce que quand tu me dis dans Oblivion, voilà, j'ai très vite laissé de côté la quête principale pour aller farmer les portails d'Oblivion. Je me dis oui, mais quelque part, voilà, comme on dit, t'étais dans un processus d'optimisation, un peu comme quand on courait en balançant des boules de feu et en faisant des grands bonds. Là où dans Daggerfall, peut-être parce que voilà, le gameplay était plus basique, hein, en fait, à ce niveau-là, au niveau Mm. du design du jeu, bah c'était l'histoire et c'était ta volonté de te raconter une histoire. Alors c'est aussi une époque, hein, voilà, pré-internet, en tout cas chez nous, où voilà, t'es livré à toi-même. Alors d'ailleurs, Daggerfall était extrêmement buggé à sa sortie. Et bah ça tombe bien pour lui qu'il ait coïncidé avec les débuts d'Internet parce qu'il a quand même pu être un peu patché par les fans en fait. Hein. Pour le coup, c'est absolument pas Bethesda qui a assuré le service Oh non, bah, après-vente. c'est pas leur genre, c'est pas leur genre. Il semblerait que non. Et, et voilà, mais donc ce jeu, alors moi pour le coup j'ai eu la chance de le découvrir quelques années après sa sortie Daggerfall, donc sur une version qui fonctionnait tout à fait bien. Voilà, et ce qui était génial, c'était encore une fois la capacité, et là vraiment, c'est là où encore une fois je reviens au jeu de rôle papier, qui est le truc qui te permet de te raconter ton histoire dans un univers donné. Daggerfall proposait ça très clairement. Là où, alors je ne sais pas, Morrowind était assez large, mais il était quand même déjà un peu plus sur des rails narrativement. Oblivion, encore une fois, ça je te laisserai rebondir là-dessus parce que je ne me souviens pas bien du tout. Mais
quand tu me dis, ouais, je me suis écarté de la quête, oui, mais c'était pour aller pexer. Je veux dire, finalement, c'est du World of Warcraft, quoi, à ce niveau-là. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Oui, alors après, moi je suis d'accord avec toi. Ce qui est bien dans les Elder Scrolls, c'est vraiment un jeu où on a la capacité de se raconter sa propre histoire. Et le jeu est très généreux en moyens de le faire. Et justement, il y a deux anecdotes, parce que j'y jouais pas tout seul à ce jeu, hein, j'y jouais chez un copain Mhm. sur son PC. Et du coup, on commentait nos parties et on a beaucoup rigolé en jouant à Oblivion. Euh, à cause des trucs typiques de Bethesda, hein, les persos raides comme des balais avec des têtes pas possibles parce que leur moteur graphique il est à la ramasse, les dialogues un peu bizarres comme tous les gardes de toutes les villes de Skyrim qui sont devenus gardes parce qu'ils ont pris une flèche dans le genou. Mais parfois il y avait des petites pépites où on a bien rigolé ensemble. Comme une fois, on est tombé sur une auberge qui s'appelait L'amoureux des chevaux. Et on s'est imaginé un dialogue. Mais qu'est-ce qu'on fait ici le soir pour s'amuser? Et l'aubergiste de répondre vous aimez les chevaux? Et bon. Donc, il y avait ça. Il y avait une autre fois où il y avait une quête où c'était une veuve éplorée qui voulait récupérer un trésor familial dans un caveau rempli de monstres. Donc, assez classique, hein. Je vais récupérer son truc. C'était une masse euh, avec des stats de combat qui étaient pas dégueux. Donc je suis allé lui rendre la masse. Elle a dit oh merci aventurier machin super. Et après la quête, elle avait sa masse, donc trésor familial de son mari défunt qui pendait à sa ceinture. Pas l'endroit où moi je l'aurais mise, mais bon, après, à chacun ses prérogatives. Hein, après tout, ce n'est qu'un personnage de jeu vidéo, on va pas non plus trop lui en vouloir. Qui sommes-nous pour juger? Mais qui sommes-nous pour juger? Et ben là, tu vois, j'ai roleplay mon rôle de maître des assassins. Je me suis dit, ah ben, elle est pas mal cette masse, elle a des bonnes stats. Et j'ai déjà eu la récompense de la quête, je vais récupérer la masse. Et donc, cette pauvre dame est allée rejoindre son mari, j'espère, dans un monde meilleur. Oui, oui, tu étais tel un Cupidon de l'au-delà. Mais ça, c'est bien. Ça, pour Voilà, le c'est coup, c'est ça. de l'optimisation narrative. Je veux dire, t'as fait un choix en tant que joueur. Ah T'as oui, fait un choix, tu t'es absolument. polarisé moralement, et après tout, si ton personnage c'est un maître de la guilde des assassins, on peut penser qu'effectivement ta morale, elle est pour le moins fluctuante, sinon déviante. Donc voilà, ça c'est là, moi ça me Voilà. plaît ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est souvent, d'ailleurs, dans les quêtes secondaires hein, de ce genre de jeu, que tu vas pouvoir te raconter une histoire. Mais Tout c'est à fait. là encore pour moi l'intelligence de Daggerfall, c'est vraiment quand je faisais la comparaison, elle est outrée bien sûr avec Breath of the Wild où voilà, tu finis le tuto, on te dit bah tu vois le château là-bas, voilà, il y a le boss, faut aller le péter. Mm, Ensuite le reste, tu fais ce que tu veux. Vous avez très bien relevé ça avec ton invité là quand vous avez fait le classement des Zelda là il y a quelques semaines. Tout le reste ne sert qu'à devenir plus fort en fait. tout à Voilà, et fait. puis à prendre le temps d'explorer un monde à la marge. C'est la même philosophie de design que t'avais, je trouve, dans Daggerfall et que je trouve extraordinaire. Ah, si ce n'est que Breath of the Wild, on est voilà dans la contemplation, dans la répétition, dans enfin voilà autant de choses que je trouve moi très intéressantes. Hein. Là où Daggerfall, voilà, s'inscrit dans un truc fantasy plus classique où il va te proposer des histoires et encore des histoires. En cela, on est voilà finalement bah oui dans de l'open world plus classique, un peu. J'espère qu'on arrivera à quand même faire un petit détour par là quand on parlera plus de Skyrim, mais un peu comme ce que va proposer magnifiquement The Witcher 3 des années plus tard, quoi, qui est pour moi l'aboutissement total du genre. Avec un petit take sur le fait que The Witcher 3 te propose un perso très anglais qui a déjà une vie quand tu arrives dedans. Là où les Elder Scrolls en général, hein, d'ailleurs, ont vraiment ce côté très jeu de rôle papier, où on te Mm. propose de mettre des lignes sur une page blanche pour définir un perso, hein, de vraiment d'esquisser un personnage, et puis après de l'investir toi pour raconter totalement l'histoire que tu as envie de raconter. Voilà. Euh, Ouais, ben Skyrim justement, donc le dernier en date, hein, le jeu qui se tire la bourre avec Resident Evil 4 pour être le jeu qui est ressorti sur le plus de supports différents. oui, ça c'est sûr. Au point que lors d'un E3, Bethesda avait blagué en faisant une version Alexa de Skyrim où tu jouais à Skyrim en parlant avec ton enceinte connectée. Malheureusement, c'est pas sorti, donc publicité mensongère
ou simple tentative de faire du buzz, on ne saura jamais vraiment, puisque une fois de plus, c'est Bethesda. Alors Skyrim, j'y ai joué un petit peu comme à Oblivion, hein, je me promenais, j'essayais de faire des trucs. Mais justement, moi je trouve qu'un des problèmes de Skyrim, c'est que il te pousse beaucoup plus à faire son histoire, puisque donc dans Skyrim, on incarne ce qu'on appelle un Dovahkiin, ou un enfant des dragons. Et le cœur de l'histoire, c'est de récupérer des pouvoirs de dragon, si je dis pas de bêtises, pour battre les méchants dragons qui menacent le monde. Et pour ça, il faut aller dans des temples avec des moines qui t'apprennent des nouveaux cris, et chaque nouveau cri a une nouvelle fonction. Et c'est une progression de ton personnage qui est parallèle à la progression par point d'expérience. Et il se trouve que elle est vraiment importante parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de l'univers qui vont être verrouillés derrière ces capacités de cri de dragon. Et donc, Ouais. le jeu, assez subtilement, te pousse, subtilement mais fermement, à, à suivre sa trame principale. Et c'est peut-être ça qui m'a sorti de Skyrim plus tôt que je n'étais sorti d'Oblivion, alors que, euh, d'après n'importe quel marqueur, Skyrim est un jeu supérieur à Oblivion. Oui, par rapport à Oblivion, peut-être. Alors Skyrim, déjà, bon là, c'est vrai que pour le coup, ils ont totalement réglé le problème de la difficulté de gameplay, hein. Là, on n'est plus chez les hardcore, hein. Skyrim, c'est vraiment un jeu qui se veut le rouleau compresseur qu'il a été, hein, comme tu Mm. disais. Et ça passe par effectivement, enfin le gameplay s'en trouve très très facilité, ce qui moi ne me dérange pas, hein. Personnellement, j'ai pas du tout le Ah oui, côté non, je suis stylé à d'accord. la manette. Quand j'apprécie un open world, voilà, j'ai envie de progresser. J'ai pas envie, encore une fois, de passer 20 heures à pas pouvoir me taper avec des loups. Bref, j'arrête avec ça, mais on comprendra que ça a été un traumatisme à l'époque. Non, blague à part, oui, Skyrim, donc déjà ça c'est réglé, mais ça c'est très bien. Après, effectivement, là encore, si je fais une comparaison totalement outrancière, c'est quasiment du Megaman quoi dans le level design. C'est-à-dire c'est ça, c'est tu chopes les nouveaux pouvoirs en battant les boss qui vont te permettre de résoudre différemment certaines zones, voire de les débloquer tout court. Et je suis d'accord avec toi que le gros problème de Skyrim, c'est qu'il est trop dirigiste pour un Elder Scroll. On perd en fait la plus-value de Skyrim quand il arrive en 2011, c'est son environnement qui est assez large, le fait que les graphismes sont beaucoup plus beaux. Encore une fois, bon, quelques années plus tard, voilà, CD Projekt Red a atomisé Skyrim pour moi. Enfin, parce que j'ai joué à The Witcher 3, je ne rejouerai jamais à Skyrim, qui pour moi est un jeu en carton-pâte, littéralement. Même si, Ouais, encore je vois une ce que tu fois, veux dire. en 2011 et tout 2012, hein, d'ailleurs, parce que je l'ai vraiment bien poncé pour le coup Skyrim, j'ai passé d'excellents moments, c'était sympa. Il y a pour le coup un côté procédural du monde qui peut marcher assez bien. Je veux dire, je me souviens de voilà, qu'est-ce que c'est de se pointer dans une région où on est wanted parce qu'on a fait trop de trucs, plus ou moins crades, et voilà, et de se trouver un coin pépère pour en haut d'un escalier il y a une ville là qui est adossée à une falaise, je sais plus comment elle s'appelle, et donc qui est très escarpée. Donc voilà, moi le grand jeu c'était de me mettre en haut et de voir vraiment combien de gardes est-ce que allait arriver, et enfin je sortais de la ville derrière un monceau de cadavres quoi, littéralement. Un truc comme ça. Donc on peut jouer un peu avec l'univers, hein. Il y a quand même ce côté open world qui permet à la marge de se faire des petits trucs un peu décalés, mais il n'empêche qu'effectivement, je suis d'accord. Déjà, il y a cette histoire d'élu. Moi, ça me refroidit toujours un peu, hein, ce truc-là. Ouais, Je je trouve que comprends. ça manque d'originalité. Là, bon, il y a le twist des dragons qui est pourquoi pas, mais effectivement, au final, ouais, le jeu va te proposer plein de moyens de devenir fort. Alors, il y a toutes les guildes et des quêtes parallèles, mais il est très mécanique, Skyrim. Il y a la quête principale, et puis en parallèle, alors je ne sais plus, il y en a quand même un certain nombre, genre 7 ou 8 guildes, voilà, qui ont toute on va dire une dizaine de missions qui te permettent de devenir le boss de la guilde et de level up et d'acquérir des nouveaux artefacts et des choses comme ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et il y aura jamais de petits trucs à la marge. Je demande pas de faire du Red Dead Redemption à l'époque, hein, tu vois, voilà, mais de te proposer. Voilà, il y a jamais de petits trucs environnementaux. Il y a jamais de personnages qui vont te toucher. Tu vois, y a jamais de. On est toujours dans un cliché. Alors encore une fois, il y a de bonnes phases de gameplay, il y a des trucs sympas. Moi, j'y ai joué sur, c'était quoi à l'époque, sur la Xbox 360, je pense, ouais.
Ouais. si je dis pas de bêtises. Évidemment, j'aurais aimé avoir un PC capable d'y jouer, de le faire tourner bien, parce que là, pour le coup, je me rappelle de potes à moi qui faisaient ça. Et héritage de Daggerfall, Bethesda a toujours été assez ouvert quant au modding de ces jeux. Et donc là, je crois savoir que vraiment, je pense Skyrim sur PC, ouais, il y a moyen que ça soit une expérience beaucoup plus enjaillante. Mais sur console, voilà, moi je le trouve, malgré tous les beaux souvenirs, avec le recul, je le trouve un peu limité. Mais je dois dire encore une fois que si cette critique elle est aussi dure aujourd'hui, c'est parce que quelques années plus tard, il y a ce petit studio polonais qui avait déjà fait les 2 premiers Witcher, adaptés d'une série de bouquins fantasy d'un auteur local assez populaire en Europe de l'Est, Mhm. arrivent et disent bah nous après 2 Witcher, là on pense vraiment qu'on peut mettre un gros coup dans les dents à Skyrim. Vous êtes ambitieux quand même les gars, voilà, enfin je veux dire c'est quand même un peu le boss du secteur. Et effectivement ce truc arrive, alors lui aussi monstrueusement buggé la première année je crois, hein, mais là encore j'ai eu de la chance, The Witcher 3 je ne l'ai fait qu'à la fin de l'année où il est sorti, quand j'ai eu ma PS4. Et là, mon Dieu, mais quelle expérience intense, effectivement, la promesse était plus que tenue. L'univers, il est habité. Tu passes dans n'importe quel village de The Witcher 3 Mhm. avec les maisons peintes façon donc Europe de l'Est, avec les cochons qui passent, les gamins qui courent, les gens qui... Il y a une vie. Ce monde ne t'a pas attendu. Skyrim, c'est, encore une fois, là où je parle de carton-pâte, c'est un décor, voilà, qui vit autour de tes actions et qui, en fait, voilà, dès que tu tournes la tête, meurt. Et c'est ça que j'ai aimé moi dans The Witcher 3 et dans d'autres jeux, hein. Mais Skyrim, on est malheureusement plus proche d'un FF15 où les gens ne bougent pas quoi. Ou quand tu te balades en ville, t'auras toujours les mêmes gars au même Ouais. endroit qui ne bougent pas et qui disent toujours la même chose. Je suis un peu dur, hein. Voilà, FF15 est Non, pour mais moi un on est là mauvais pour jeu. ça. On est là pour Ouais, ça. FF15 est pour moi un très mauvais jeu. Là où Skyrim, encore une fois, avait ses qualités et proposait quand même un truc divertissant, hein. Voilà, là où FF15 passait le divertissement que peut proposer un certain effarement constant devant la nullité crasse du truc, il y a rien. Ce jeu est vide. C'est voilà, bref, je m'égare. Je n'y ai pas joué. Ah oui, non. Oui, oui, oui. Alors, en revanche, là, on va s'approcher de la fin de l'émission. Du coup, est-ce que toi, tu dirais que ton Elder Scroll préféré, finalement, c'est The Witcher 3? Alors, ah, c'est une hot take intéressante, mais je pense que il faut laisser à Elder Scrolls ce qui est à Elder Scrolls, et donc non, mon Elder Scroll préféré, c'est Daggerfall. Très bien. Vraiment. Pourquoi je dis ça? En fait, t'as pas tort, hein, d'un côté. Mon Skyrim préféré, c'est The Witcher 3, si tu veux. Mais The Witcher 3, encore une fois, il amène un personnage, il a des personnages secondaires, bref, je me réétends pas dessus, mais une qualité d'écriture incroyable. Et moi, bah évidemment, peut-être par affection Ouais. professionnelle, c'est quelque chose auquel je suis un petit peu sensible. Je suis ultra impressionné quand j'y joue. Mais The Witcher 3, pourquoi je dirais pas que c'est le meilleur Elder Scroll? Parce qu'il amène son propre truc, vraiment. Et que donc à ce niveau-là, j'aurais du mal à associer les deux concepts. Donc non, ça sera une take pas très haute et assez mesurée en ce qui me concerne, mais non, je crois que ça reste Daggerfall mon préféré. Le propos de base était de dire que sans doute ce qu'on a gagné en clinquant, on l'a perdu à fond en liberté narrative et que c'est une série qui s'est un petit peu perdue au fil du temps dans des itérations soit d'un gameplay trop rude, soit trop dirigiste. Ouais, je vois. Et ben, du coup, moi, je vais balancer une bonne hot take parce que moi, ce que j'ai aimé dans Elder Scrolls, c'est me promener dans le monde, faire l'expérience du monde, voir ce qu'il y avait à me proposer, les environnements, l'interaction environnementale, pouvoir aller un petit peu où je voulais, ne pas être limité par le fait que c'est une montagne et qu'il y a un mur invisible et que non, je peux aller sur la montagne. Et du coup, t'en as beaucoup parlé, mais je vais quand même le dire. Ma hot take pour cet épisode, moi, mon Elder Scroll préféré, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui, pour moi, c'est tout ce que j'ai aimé dans Oblivion et dans Skyrim, sans les trucs que j'aime pas. Ouais, Et donc, forcément, je l'avais vendu au même ami avec qui on jouait à Oblivion en lui disant Breath of the Wild, c'est Skyrim mieux que Skyrim. ouais. Sauf que lui, il aimait pas les mêmes choses que moi dans Skyrim, et donc il a été, il a pris une sacrée douche froide quand il a commencé Breath of the Wild. Mais le monde est ainsi fait. C'est... Bah, je souscris à ta hot take. Mais en fait, là où t'as raison, c'est quand tu parles de ton ami, tu dis il aimait pas les mêmes choses. Bah, en gros, je crois que voilà, si
comme toi, ce qu'on aime, c'est se balader, t'as raison, le meilleur, c'est Breath of the Wild. Si ce qu'on aime, c'est vivre une histoire, bah là, le meilleur, c'est The Witcher 3, y a pas photo, quoi. Et bah si on peut passer outre le côté ultra daté, bah il y en a un qui propose quand même un peu tout ça, 20 ans avant, c'est Daggerfall. Pour moi, c'est ça le résumé du truc, mais je suis d'accord avec toi sur Breath of the Wild qui fait juste mieux. Mais bon, ça, on peut pas en vouloir à Bethesda. Nintendo, ils ont tellement pris tout le monde par surprise en leur montrant que voilà, il y avait moyen d'aller tellement plus loin dans ce genre qu'on pensait archi Mm. poncé Ouais, qu'était l'open world, hein, voilà, je suis que d'accord. c'est pas. Mais oui, écoute, je souscris totalement. Mais t'as raison, finalement, à ce niveau-là, il faudrait que je revienne sur ma hot take et que je dise que mon Elder Scroll préféré c'était The Witcher 3. Et là, je pense qu'on a une synthèse assez parfaite de Elder Scroll. Donc le résumé, ce sera, si vous voulez faire une bonne expérience d'Elder Scroll, vous faites une partie de Breath of the Wild, une partie de Witcher 3, et si vous aimez le rétro gaming, vous pouvez jouer à Daggerfall. On va s'arrêter là pour cette émission. Merci beaucoup Antoine d'être venu Bah, merci de parler l'invitation. avec moi de cette belle série de jeux vidéo. Donc je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Je remercie Paul pour le travail de montage. Je remercie Vincent pour la voix off au début de chaque émission. Je remercie Simon pour la musique au début de chaque épisode. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés. J'ai cru comprendre que c'était un truc qu'il fallait faire. Donc l'engagement les amis. Hein. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux avec le @takesburn. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu veux plug, Antoine ? Non, pas spécialement. Voilà. Si, allez, un peu d'autopromo quand même pour conclure. Voilà, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants ou qui ont su garder leur âme d'enfant, peut-être regardez-vous le dessin animé Droners sur TF1 le samedi et dimanche matin. Voilà, là on vient de sortir avec Pierre de Cabissol à la coécriture, Grelin au storyboard et Steve Chopin au dessin et à la couleur. On vient de sortir le premier tome de la BD Droners chez Dupuis qui raconte voilà les origines de Wyatt Whale, l'un des personnages importants du dessin animé. Voilà, ça vient de sortir là en librairie. On espère que ça vous plaira. Voilà, c'est ma dernière sortie en date. Il y en a eu d'autres, il y en aura encore dans les temps à venir. Mais voilà, parlons de celle-là. Si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, n'hésitez pas à initier des jeunes à l'univers de Droners, qui est également disponible en manga chez Kana, sous la plume de Sylvain Dos Santos et le crayon de Nicolas David. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, je suis toujours Mytlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde! Mon nom, c'est Jean-Claude Van Damme, et je suis un mage. Le corps à corps pour moi maintenant, it's over. Maintenant, je lance des sorts. Paf! Si tu me cherches trop, je te transforme en sheep. Un mouton. Parce qu'on est tous un peu moutons, tu sais. Je suis Jean-Claude Van Damme, je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues? Elder Scrolls Arena,